Salut. Moi c'est Anna et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous conter mon récit, mes récits. Et comme il m'est récemment arrivé quelque chose de dingue, j'ai décidé de faire ça prématurément parce que de base j'avais prévu de sortir ce projet sous une autre forme, mais je voulais pouvoir communiquer aux gens les débuts de mes aventures et pourquoi ce qui m'était arrivé récemment avait beaucoup d'importance et de sens pour moi dans tout ce que ça pouvait impliquer dans ma vie. Et donc aujourd'hui je me retrouve devant la caméra pour vous lire mon livre. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. Et voilà, c'est trop étrange parce qu'il n'y a personne dans la pièce, mais je suis quand même stressée. Donc je vais commencer. Bonjour toi, je me présente, je m'appelle Anna et l'été de mes 24 ans, comme chaque été, je remets ma vie en question. Qui suis-je? Que dois-je faire? La vie vaut-elle le coup? J'ai jamais voulu le dire, mais j'imagine qu'il faut se rendre à l'évidence. Je crois que je suis une artiste dans l'âme. Je me rappelle lorsque j'ai appris à lire et à écrire, j'écrivais des tas d'histoires, commençant par « Il était une fois ». Et puis j'ai toujours aimé écrire mes pensées, mes sentiments, pour faire des introspections. Peut-être que c'est ma destinée de partager tout cela avec toi. Et puis du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours dit qu'un jour mon autobiographie existerait. Aujourd'hui j'aimerais te la conter, à toi qui t'intéresses à l'homme, au monde, à la sociologie, la psychologie, la philosophie. Je suis sûre que ça peut t'intéresser. Je serai totalement transparente et honnête sur ce que j'ai vécu. Alors pourquoi ma vie vaut-elle le coup d'être entendue, tu vas me dire. Je vais pas te mentir, ce livre, c'est aussi ma thérapie. Je ressens le besoin de me libérer de toute mon histoire. Elle ne vaut pas plus le coup que la tienne, mais je pense avoir passé tellement de temps à réfléchir que les leçons que j'en ai tirées peuvent probablement te parler. Car après tout, nous sommes tous faits de la même chair et de certaines épreuves similaires. Aussi, j'ai l'impression d'avoir vécu 1001 vies, ce qui t'amènera sûrement à te retrouver dans l'une de mes péripéties. Et peut-être que désormais, tu te sentiras moins seule et tu sentiras ma présence bienveillante auprès de toi. Peut-être que ça pourra t'aider. Et si c'est le cas, j'en serai ravie. Mon autobiographie sera divisée en plusieurs parties qui se distinguent toutes par un choc, une épreuve ou une évolution. C'est pourquoi je commencerai par la petite enfance, marquée par la perte d'un parent. Je continuerai par l'enfance et une relation fraternelle plutôt particulière. J'enchaînerai avec la préadolescence qui reflète pour mon cas une relation conflictuelle avec ma mère, bien que fusionnelle, avant de développer sur l'adolescence et mon combat pour l'indépendance. Ensuite, je te parlerai de ma vie au commencement de mes études et des conséquences de mes traumatismes face à la société. Puis je te détaillerai l'histoire de mon premier amour durant mes années de licence, chamboulement émotionnel et psychologique. Enfin, je terminerai par l'émergence de mon moi adulte durant la fin de mes études et de la rencontre de mon amour actuel. Avant de commencer mon récit, j'aimerais remercier chaque personne qui a fait partie de ma vie. Ça fait un peu cucu ou phrase banale qu'on dit comme ça, mais elles ont toutes contribué à faire de moi celle que je suis et j'en suis consciente. Je n'en veux à personne, tout le monde a fait de son mieux pour vivre dans une société compliquée à comprendre. Ma maman m'a apporté tout l'amour qu'un enfant puisse espérer. Mes amis ont été d'un soutien infaillible. Je connais les défauts des uns et des autres. Je suis moi-même loin d'être parfaite. Alors comment pourrais-je être dans le reproche? Je ne nourris pas la rancœur, ni la haine, car ce n'est rien de constructif. J'encourage le soutien, la compréhension et la compassion. Ce n'est pas naïf, c'est sain. Et ne cultivons pas les sentiments négatifs, ça ne mènerait qu'à une perdition certaine de l'humanité. Du moins, c'est ce que je pense. La Genèse, le paradis à l'état pur. Lorsqu'on est tout petit, on est insouciant, imaginatif. On se crée des centaines d'histoires dans notre petite tête et on ne pense pas aux limites du réel. On ne pense pas non plus à l'avenir. On se crée un univers sur l'instant. Moi,
j'étais la princesse de mon père. Pour te dépeindre le tableau, mon père était de nationalité roumaine et avait entrepris un voyage en France pour se faire soigner de l'hépatite. Je crois pas qu'il ait eu une vie si heureuse que ça avant d'arriver en France. Du moins, c'est ce que je pensais. Il a grandi dans un orphelinat car sa mère n'avait pas les moyens de s'occuper de toute sa famille. Il avait 10 frères et sœurs. Ceci explique cela. Ma mère, quant à elle, a été élevée par sa mère. Ma maman avait 2 frères et c'était l'aîné. Mon grand-père ne souhaitait pas se battre pour voir ses enfants. Étant donné la communication difficile avec ma grand-mère, il voulait laisser ses enfants venir à lui lorsqu'ils en auraient l'envie. À 20 ans, elle donna naissance à ma demi-sœur, Angélique. Le géniteur de ma sœur a décidé de s'en aller vivre sur l'île de la Réunion, lorsqu'elle avait seulement 5 ans. Je ne pourrais pas te dire les raisons qui ont motivé son départ, car je ne suis sûre de rien. Et tu sais, beaucoup de gens mentent. Alors démêler le vrai du faux, de faits qui se sont déroulés lorsque je n'étais même pas vivante, je n'ai pas essayé. Tout ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y avait déjà eu des violences entre lui et ma mère. Ensuite, mon père rentre dans l'équation et très vite il se marie. Et je débarque dans cette vie. C'était durant les 26 ans de ma mère, le 10 novembre 1997. Yes, je suis Scorpion. Je vois le jour entouré de parents heureux et remplis d'amour pour moi. Je n'ai pas énormément de souvenirs de cette période. Enfin, la plupart des moments dont je me souviens encore sont ceux que j'ai passés avec mon père. Et des souvenirs, j'en ai des tas. Je ne sais pas non plus exactement ce qui s'est passé entre ma maman et mon papa, mais ils ne vivaient plus ensemble. Mon papa vivait près des quais de Bordeaux. On allait souvent s'y promener. Oh, ce n'était pas aussi joli que maintenant. Cependant, l'ancien Bordeaux avait son charme. Il y avait beaucoup de bateaux de marchandises et aussi des marchés le matin avec un monsieur qui jouait de l'accordéon. J'aimais bien sentir l'odeur du poulet rôti. Non loin des quais se trouvait la place des Quinconces, qui recevait 2 fois par an la fête foraine. Pour mon plus grand bonheur. On avait pris l'habitude d'y aller et de faire les manèges ensemble. La chenille, la pieuvre, la pêche au canard, les barbes à papa. Il prenait soin de moi comme de la prunelle de ses yeux. Il m'aimait d'un amour immense. Je le ressentais et je me sentais en sécurité auprès de lui. Régulièrement, on se rendait dans un bar juste à côté de la gare Saint-Jean. Il y jouait aux échecs avec certaines de ses connaissances et il m'apprenait évidemment les règles. C'est quelque chose qui a beaucoup aidé mon esprit logique à se développer puisque je continue encore aujourd'hui à jouer. Tout proche du centre-ville, il y avait un centre commercial nommé Mériadec, dans lequel se trouvait un flunch. On y allait très souvent. Il m'emmenait en me portant sur ses épaules parce que j'adorais ça. J'avais déjà l'âme d'une cascadeuse. Je me rappelle de ces Noëls où le sapin était plein de cadeaux pour moi. Il me gâtait et je n'ai jamais manqué de rien. Je me souviens très bien du sourire sur son visage, lorsque l'excitation montait dans mon regard à l'ouverture des cadeaux. Je me rappelle également son ami qui habitait proche de chez nous. Il avait une femme et 2 enfants. Un fils du même âge que moi, Ossam, et une fille à peine plus jeune, Rislem. Ossam, c'était mon amoureux. On se faisait des bisous sous les draps. On s'amusait bien. Quelquefois, on allait manger McDo ensemble. D'ailleurs, un jour, je me suis même fait voler ma paire de chaussures lorsque je jouais dans l'aire de jeu du fast-food. Et devine ce qu'il s'est passé. Évidemment que mon papa adorait m'apporter sur ses épaules. Qu'est-ce qu'on avait l'air cool! Il m'avait aussi acheté un vélo à roulettes avec un manche. Tu sais, les petits vélos que les parents poussent pour que leurs enfants ne pédalent pas. Souvent, il me baladait avec, et je l'entendais siffloter dans le vieux Bordeaux. Lorsqu'il me ramenait chez ma maman, quelquefois on prenait sa voiture, d'autres fois on prenait le bus. Avec sa voiture, il m'avait même laissé prendre le volant sur ses genoux, dans le parking de la résidence de maman. Et lorsqu'on prenait les transports en commun, j'ai souvenance qu'il s'amusait à me faire des tours de magie. Toujours là, à s'occuper de moi, chaque seconde à la moindre occasion. Il me donnait régulièrement une poche de bonbons quand on se laissait. Bonbons que je partageais avec Angélique, car je pouvais ressentir sa peine et sa jalousie. Mais ça me faisait plaisir de lui en donner, de partager l'amour que j'avais reçu. Il nous est arrivé quelquefois d'appeler ma grand-mère paternelle. Je lui parlais en roumain, car mon père m'apprenait bien sûr sa langue. J'ai même eu la chance de voir l'un de ses frères venu en France de passage. J'ai encore une photo d'eux, apparaissant ensemble à Bordeaux. En maternelle, j'avais des amis. Et à chaque kermesse, j'avais le droit à un déguisement de princesse. Et c'est ainsi que je me sentais avec mon protecteur. Tout se passait pour le mieux. Pour gagner un peu de sous, mon papa travaillait sur les gros chantiers de construction.
comme la plupart des immigrés. À l'approche de mes 6 ans, au mois d'octobre, il n'a pas pu venir me récupérer à l'école. Je ne me souviens pas de comment est-ce que je l'ai appris, mais il avait subi un accident de travail. Il y a même eu un article sur le journal à ce sujet. Mon papa était dans le coma. Il était défiguré. J'ai encore le rapport des médecins sur son état. La pression dans son cerveau était bien trop forte. Ma mère m'avait emmenée à l'hôpital avec elle, mais je n'avais pas le droit de le voir. J'avais essayé de courir, mais les médecins m'avaient empêché de traverser la porte, de peur que l'image de mon père ne me traumatise. Pour apaiser mon chagrin, il m'avait servi une tartine de Nutella avec un verre de lait. Lorsque je lis le rapport, je peux voir que son état s'était un peu amélioré, mais qu'au 5e jour, il s'est dégradé d'un coup. La pression avait beaucoup trop augmenté, et il est parti. J'allais à la garderie après l'école. Le soir venu, ma mère est arrivée pour me chercher et m'a annoncé sa mort. C'était dans la cour du centre aéré. J'ai versé toutes les larmes de mon corps, tu t'en doutes bien. J'étais détruite, mon monde venait de s'écrouler. Mon paradis n'avait plus de sens sans lui. Je me souviens qu'à ce moment-là, tous les moniteurs sont venus pour nous consoler. Mais ce n'était pas de ça dont j'avais besoin. Je me sentais envahie dans mon intimité. Moi, j'avais besoin de mon papa. Après un décès, tout s'enchaîne très vite. Les papiers et les funérailles. C'est avec la voiture de ma grand-mère que nous nous sommes rendus à son enterrement. Ma famille maternelle était protestante évangélique. Et mon père n'était pas croyant dans mon souvenir. Je n'allais pas à l'église quand j'étais aussi jeune. Mais apparemment, mon papa était croyant puisque la messe s'est passée dans une église orthodoxe. Sur le chemin, c'est la première fois que j'entends parler de Dieu consciemment. Ma mamie me parle des prières que l'on peut faire. J'ai donc prié de toutes mes forces pour que mon papa puisse être ramené à la vie. On fait tout et n'importe quoi au pied du mur. Même croire en Dieu peut nous apparaître comme la solution lorsqu'on est dévasté par la douleur. Je me rappelle qu'à la fin de la cérémonie, un ami à mon père m'avait offert une Bible écrite en roumain, ainsi qu'un livre avec des photos de la Roumanie. Au moment où son cercueil se faisait ensevelir, je pouvais ressentir la tristesse immense dans mon cœur. J'avais envie de le voir, de lui parler. Je pleurais énormément. La famille d'Ossam était également venue à la fin. Leur regard en disait long. Je pouvais voir qu'ils étaient aussi très chamboulés. Je sentais 2 fois plus de peine. Celle qu'ils ressentaient pour la perte de mon père et celle qu'ils ressentaient à mon égard, en me regardant. La perte d'un proche n'est jamais une épreuve facile. Mais si je peux te donner un conseil, accepter la souffrance fait partie du processus pour aller mieux. Je ne vais pas te dire que tu peux guérir. La guérison, c'est pour les médecins. Mais tu peux apprendre à vivre avec. Moralement, c'est nous qui décidons d'avancer. Avancer, ce n'est pas oublier ce que l'on ressentait. La preuve, j'ai encore des frissons lorsque je te conte le décès de mon papa. Avancer, c'est comprendre ce qui est arrivé et accepter à 100% la personne que tu es maintenant, tout en sachant que toutes ces blessures t'ont mené là où tu es. Et au pire, sois fier de qui tu es, parce qu'on vaut tous la peine. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour la personne qui est partie. Elle voudrait que tu vives du mieux que tu le peux. Laisse des nouvelles choses rentrer dans ta vie, pour combler le vide qui s'y trouve. Tu es une personne précieuse. Laisse venir le positif pour qu'il remplace les douleurs du passé. Voilà, donc là, je vous ai raconté les 6 premières années de ma vie. J'ai un peu bafouillé à certains moments, mais c'est pour ça que le montage existe, merci. Et voilà, si ça vous intéresse, si ça vous a plu, dites-le moi, ça me fera trop plaisir. Et je réfléchis au format via lequel je veux partager la suite et tout ça. Mais vu que récemment, du coup, il m'est arrivé cette chose de dingue qui devait être expliquée, en tout cas le début de toute cette histoire, la perte de mon père, tout ça devait être expliqué selon moi et à certaines personnes. Et de base, j'aime partager ce que je vis, mes sentiments et aussi les réflexions que je me fais par rapport à ça, parce que je me dis que ça peut aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête. Parce que c'est hyper important de faire des introspections, mais surtout de pas se juger trop difficilement, car on a tendance à être difficile et plus dur avec soi-même. Et voilà, j'aimerais que tout le monde soit heureux. Bisous.